Ok, bienvenue à cette session. Vous n'avez plus de place, mais vous pouvez vous asseoir devant, par terre. Merci d'être là, très nombreux aujourd'hui. Donc on va parler de l'utilisation de benzodiazépines et de crises prolongées, de menaces d'état de mal épileptiques. Évidemment, c'est un sujet important. Vous savez que les crises d'épilepsie et le risque d'état de mal sont la deuxième cause d'urgence en neurologie. Donc c'est un sujet, évidemment, qui nous préoccupe tous. Donc on a décidé d'avoir d'abord deux topos. Et bon, bien sûr, je remercie Neuraxpharm d'avoir permis d'organiser cet atelier. Donc on va voir quelque chose qui est peut-être pas bien connu des neurologues, c'est la pharmacologie, qui est très importante à connaître. Et le professeur Louis Stivert va d'abord nous parler de pharmacologie des benzodiazépines, surtout utilisées dans l'urgence. Et le professeur Vincent Navarro ensuite enchaînera tout de suite avec l'utilisation pratique, les situations pratiques, les définitions de ces situations. Donc on fera les deux topos et ensuite une discussion générale. N'hésitez pas à poser des questions à la fin. Merci. Alors je vais tout de suite vous rassurer, vous allez bien manger, bien digérer. Je fais un abord pharmacologique de neurologue. Le but, c'était que je comprenne également le message que je vous ventile. Donc, vous allez voir que les messages sont relativement simples, mais surtout pratico-pratiques. C'était le but de repartir avec des éléments clés en tête. Donc, l'idée, là, du topo, c'est tout ce que vous avez voulu savoir sur les différentes benzos et leurs propriétés, modalités d'administration dans l'épilepsie, sans jamais oser le demander, parce qu'on ne demande plus ce genre de choses. Les benzos, c'est trop vieux. On est tous censés maîtriser l'affaire. Petit rappel, moi j'aime bien revenir un petit peu à des principes un peu de base. C'est qu'est-ce qu'on appelle une benzodiazépine et pourquoi on appelle ça une benzodiazépine ? On appelle ça une benzodiazépine parce que c'est un cycle benzénique ici que vous avez ici qui est commun, et ensuite un cycle diazépine qui est composé de deux atomes d'azote que vous avez là. Et en fait, juste pour information, une curiosité, normalement l'azote est situé en position 1 et 4 pour la plupart des benzos, sauf pour le clobazam, où on a une position d'azote 1 et 5, ce qui va lui conférer quand même des propriétés un petit peu différentes. Voilà, donc c'est toujours bien de connaître cette particularité. Le mécanisme d'action, je rappelle quand même des principes importants pour leur bonne compréhension de leur utilisation, c'est ce qu'on appelle un modulateur allostérique positif des récepteurs GABA, c'est-à-dire qu'en fait, pour fonctionner, ils vont se fixer sur les récepteurs GABA, mais sur des sites qui leur sont propres, qui est indépendant du site du GABA. La benzo va donc devoir fonctionner en présence du GABA. Il faut du GABA pour que la benzo puisse fonctionner. Et lorsque le GABA se fixe sur le récepteur qui lui est dédié, associé à des benzodiazépines, l'entrée chlore va être beaucoup plus importante. Et vous savez, cette rentrée chlore abondante va favoriser l'hyperpolarisation neuronale et du coup réduire l'excitabilité neuronale et de fait avoir cet effet anticonvulsivant que nous cherchons tant pour nos patients. Ça, c'est important. Donc ça ne remplace pas le GABA, mais ça va le potentialiser. Les benzos va donc avoir un effet stop vraiment important, anticonvulsivant, mais il va avoir d'autres propriétés, vous allez voir, qui nous parasitent peut-être un petit peu, sédatives, anxiolytiques, mieux relaxantes et amnésiantes. Alors pourquoi il a ces effets-là aussi ? C'est parce que le récepteur GABA-A, en fait, c'est une espèce de fleur pentamérique avec 5 sous-unités, et pour que le récepteur GABA sensible au benzo est construit toujours de la même manière, avec 2 sous-unités alpha, 2 sous-unités bêta et une gamma. Et en fait, les benzos se fixent sur les sous-unités alpha et gamma. Et en fonction de la nature de ces sous-unités, la benzo va avoir finalement un effet plus ou moins sélectif, anticonvulsivant. Si, par exemple, il se fixe prioritairement sur des sous-unités alpha 1, il va plutôt avoir un effet sédatif et amnésiant. Sur l'alpha 5, il va plutôt avoir un effet sur la cognition et la mémoire.
Et nous, ce qu'on cherche, c'est du coup pas ça, mais plutôt des benzos qui vont avoir une sélectivité pour la sous-unité alpha 2 et alpha 3, qui vont être clairement anticonvulsivants et également un peu anxiolytiques. Ça nous va bien pour nos patients épileptiques. Mais clairement, on va essayer de rechercher des molécules qui vont être plutôt sélectives et ne pas trop être sédatives, notamment, ou au long terme, parce qu'en aigu, finalement, l'effet mémoire, c'est pas très gênant, mais sur du chronique, ça peut être gênant, cet effet alpha 5. Donc, un exemple, par exemple, le diazépam est absolument non sélectif. Vous allez arroser tous ces effets-là. Et vous allez avoir, par exemple, le clonazépam qui va avoir une forte affinité, par exemple, alpha 2, alpha 3. Donc, c'est intéressant quand même de connaître ces propriétés un petit peu différentes des benzos que l'on a à disposition. L'autre point qui peut faire discuter du coup l'usage et le choix des benzos que l'on a à disposition, c'est leur propriété effectivement pharmacocinétique et pharmacodynamique. La première chose qui nous intéresse, c'est sa rapidité d'action. On est dans le priori du rescue drug, dit urgence, dit rapidité. On a envie que ce soit efficace assez vite. La première façon de le mesurer, c'est le taux plasmatique dans le sang, à partir de quand il est maximal dans le sang après l'administration. Donc ça va être le Cmax, concentration maximale, mais en quelle durée, c'est-à-dire le délai pour avoir le Cmax, c'est de combien? Donc la rapidité d'action. Mais en fait, en vrai, c'est pas le sang qui nous intéresse, c'est le cerveau. Parce que c'est bien d'en avoir dans le sang, mais ça ne va pas nous aider à traiter les neurones. Donc il faut que quand même le médicament il passe la barrière hémato-encéphalique. Et ça va dépendre de son niveau de lipophilie. Est-ce qu'il aime le gras? Est-ce qu'il est petit? Et est-ce qu'il se fixe ou pas aux protéines? Est-ce qu'il est libre dans le plasma pour pouvoir passer en fait dans la barrière hémato-encéphalique? Donc en fonction de la molécule, on va en fait en vrai avoir une variabilité sur ce passage de la barrière hémato-encéphalique. Vous allez voir, ça c'est important. Et l'autre point, c'est le temps de demi-vie. En combien de temps il va être efficace ce médicament dans le temps? Combien de temps il va rester? Et combien de temps ça va avoir une efficacité chez le patient? Donc là, c'est finalement l'essentiel du topo. C'est ce tableau, à quelque chose près. C'est toutes les molécules dont on dispose avec les différentes formulations. Donc vous avez le clobazam en péros, le diazépam en péros ou en intrarectal, le midazolam en sublingual, le clonazépam en péros et en IV. C'est ce qu'on a a priori. Et vous voyez qu'on va avoir pour chacun les différentes caractéristiques importantes dont je viens de parler. Et notamment, je fais tout de suite un aparté sur la vitesse de passage de la barrière hémato-encéphalique. Vous voyez qu'on va avoir des propriétés très différentes en fonction de la base choisie. Et il y en a une, par exemple, le midazolam, qui va être très lipophile. Elle adore le gras, et donc elle passe assez vite la barrière hémato-encéphalique, beaucoup plus vite, vous voyez, 10 fois plus rapidement que le diazépam, par exemple. Donc le midazolam, comme ça, apparaît intéressant dans sa rapidité, au moins, d'action sur le système nerveux cérébral. Alors, après, ça va intéresser Vincent, qui va vous mettre en pratique, en fait, l'utilisation des benzos. C'est finalement, on va avoir un intérêt différent dans l'administration des benzos, mais la première, c'est d'avoir une rapidité d'action. Quelles sont finalement les molécules que l'on a à disposition qui vont avoir un Tmax rapide et surtout une BHE aussi, du coup, un passage de la barrière hémato-encéphalique rapide. Vous avez le diazépam intrarectal, vous voyez, il est assez rapide, passe moyennement, mais quand même relativement vite dans le système nerveux central. Vous avez le midazolam en sublingual qui est très rapide et qui va passer très très vite la barrière hémato-encéphalique. Et vous avez l'intraveineux, bien sûr, du clonazépam, qui est aussi très rapide en Tmax dans le plasma, effectivement. Une fois qu'on l'injecte, c'est très rapidement là. Et c'est intermédiaire quand même dans le passage de la barrière hémato-encéphalique. Mais voilà les molécules que l'on a à disposition, potentiellement. Et ce qui peut nous intéresser aussi, c'est de garder l'effet une fois qu'on injecte pour que le patient évite une récidive à 2-3 heures après. C'est de garder cet effet de benzo au long terme. Et là, c'est un peu la demi-vie en fait qui nous renseigne sur ces propriétés-là. Si on veut avoir un médicament efficace, rapide et en plus durable dans le temps, vous voyez, le diazépam intrarectal est intéressant parce que vous allez avoir une longue demi-vie derrière. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, effectivement, sur les autres molécules, on est sur du péros. Donc tout ce qui est passage, on va le voir par la voie orale, passe par le foie. Et donc on est très lent dans le Tmax, en fait. Dans l'efficacité, c'est beaucoup plus lent. Mais par contre, en durée d'action, ça devient pertinent.
Alors, ça m'amène tout de suite à discuter les voies d'administration possibles de nos médicaments. Et vous allez voir que c'est un challenge également, et c'est un élément important, la formulation que vous allez utiliser pour la rapidité, pour le choix de votre molécule, en fonction de l'étiologie. Quelqu'un qui m'arrive derrière. Donc, on peut l'avoir péros, intrarectal, sublingual, intraveineux, intramusculaire, et on va discuter aussi d'autres formulations, intranasales et inhalation qui arrivent. Alors en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, ce qui est le plus rapide, c'est l'intraveineux. Une fois que vous l'avez administré, il est directement dans le sang, donc ça va assez vite. Si le passage BHE est correct, ça va très très vite dans le système nerveux central. Après, on a d'autres formulations. L'intranasal, on va le voir après, intramusculaire, le buccal, etc. Tout ça, c'est un peu hiérarchiquement ce qui arrive le plus rapidement dans le sang. Mais en fait, il ne faut pas regarder juste ce délai-là, parce que, par exemple, dans l'intraveineux, il va falloir que vous puissiez poser la voie. Et je vous rappelle, le patient convulse potentiellement, c'est pas facile. Donc vous allez avoir un temps, un délai pour poser la voie. Ce délai, en réalité, il est beaucoup plus court, par exemple, pour le rectal ou le buccal, où on a un temps réduit. Donc finalement, même si le Tmax est plus long, par exemple, dans le midazolam, par exemple, sublingual, ou le diazépam rectal que l'intraveineux, en globalité, on arrive quasiment à un timing égal sur le début de l'efficacité. Et chose qu'il faut rajouter, c'est que pour faire de l'intraveineux ou de l'intramusculaire, ça ne va pas être le parent, ça ne va pas être l'infirmier local qui va le faire. Donc il faut rajouter le temps de déplacement de l'infirmier, du médecin qui va devoir venir au lit du patient. Et donc ça va rallonger encore plus finalement cette efficacité et ce début de thérapeutique active dans le système nerveux central du patient. Donc c'est toujours à manœuvrer avec délicatesse. Il faut penser à tout le timing en fait, qui est nécessaire pour que le médicament arrive finalement dans le système nerveux central. Alors, je vais vous donner un peu les plus et les moins de chaque voie d'administration pour que vous ayez tout en tête. Donc la voie d'administration la plus courante, c'est la formulation péros, que vous connaissez bien. Donc ça, c'est facile à prendre. On peut le donner par n'importe qui. Ça peut être le petit frère, ça peut être n'importe qui. C'est non invasif. On peut donner tous les dosages globalement variés. Donc c'est adaptable à la typologie du patient. Et puis on peut avoir des comprimés, des gels, des solutions buvables. C'est pas mal. C'est facile à mettre en place. Le problème, c'est lent, effectivement, d'action parce que ça passe par la veine porte et le foie. Donc du coup, c'est très long. L'efficacité, le Tmax va être très lent et surtout on va avoir une interaction avec d'autres médicaments puisque le médicament passe par les voies cytochromiques, donc on va avoir une interaction importante, potentielle, qui va réduire l'efficacité de votre médicament potentiel. Il y a également le fait que le patient, il faut qu'il puisse avaler, et donc ça c'est un problème dans le rescue drogue potentiellement, parce que s'il est dans le coma, il ne peut pas. La voie intrarectale, qui est utilisée très souvent chez l'enfant, est intéressante parce que vous avez une forte vascularisation de la muqueuse rectale. Et en fait, l'absorption, elle est un peu mixte. Ça, il faut penser qu'on a une absorption directe par la veine iliaque qui va arriver vers la veine cave, donc sans passer par le passage hépatique. Mais il y a quand même une petite partie qui passe par le foie, par notamment les veines supérieures, hémorroïdales supérieures, qui passent par le foie. Donc il y a quand même une petite partie qui passe par le foie. Donc ça reste quand même d'une rapidité d'action globalement importante, avec une bonne absorption. On peut le donner par n'importe qui, pareil, pas besoin d'un personnel qualifié. Une partie passe par le passage hépatique, mais pas tout. Il y a de faibles risques infectieux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le donner à quelqu'un qui a une vigilance altérée. Le problème, c'est que ça peut être difficile, notamment chez l'adulte. Quand il convulse, c'est pas facile de faire une administration intrarectale. Pareil, c'est très stigmatisant, d'autant plus chez l'adulte, de mettre quelqu'un tout nu, c'est pas évident. On peut faire des ulcérations, et il peut y avoir une variation d'absorption avec quelques variations anatomiques vasculaires. Et si l'ampoule rectale est pleine, ça peut aussi poser problème sur l'absorption. Exactement, du coup, on n'est pas certain que tout le médicament passe. Puis les posologies sont fixes, on n'a pas non plus des variations de posologie des administrations de diazépam intrarectal. Alors après, qu'est-ce qu'on a ? On a l'intraveineux. Bon, l'intraveineux, super, c'est direct, on injecte, pas de problème, pas de passage hépatique, on peut mettre l'apologie qu'on veut, on peut administrer un grand volume, problème. Donc on peut le mettre sur quelqu'un qui est comateux, mais on a besoin de quelqu'un qui sait faire.
Donc ça, c'est vraiment le problème, et c'est invasif. On a un risque infectieux d'extravasation. Il faut le temps de pause de la voix, donc le délai est allongé de fait. Et puis si le patient est agité, c'est aussi compliqué, quoi. Moi, je vois des infirmières qui sont là, c'est elles qui posent, hein, quand il y a des états de mal ou des crises. Je me demande toujours comment elles font, parce que c'est pas évident. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le sublingual, donc notamment le midazolam que l'on a actuellement. Donc le sublingual, c'est intéressant parce que la muqueuse orale, elle a un épithélium particulier qui est un petit peu avec des cellules qui ont un espace intercellulaire important qui permet une absorption rapide et surtout une grande vascularisation juste en dessous qui permet du coup un passage quasi immédiat dans le plasma. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 sites possibles. Celui qui est le plus performant, c'est celui qui est vraiment en dessous de la langue, d'accord ? On peut le mettre juste devant les dents ou sur la joue, ça marche aussi, mais c'est moins rapide, il y a moins de vascularisation. Ce qui est le plus efficient, c'est vraiment sous la langue. Et là encore, on a plein de posologies possibles en fonction de votre patient. Intérêt, c'est que du coup, ça marche rapidement, ça passe pas par la voie hépatique, c'est facile à administrer, on peut le faire par n'importe qui, c'est non invasif, il y a un dosage varié, et on peut le faire chez les gens qui sont comateux, sans problème. Alors, il y a quand même à nuancer, c'est que du coup, ça dépend du site quand même. Donc, je vous l'ai dit, c'est plutôt sous la langue qu'il faut le faire si possible. Ça peut être quand même compliqué de maintenir le site si le patient est agité. Et il y a un petit risque d'inhalation, donc il faut faire attention au volume et la façon dont vous l'injectez. Et le goût est désagréable. Bon, je pense que la personne qui est en crise, elle s'en souviendra pas. Alors, le fait de passer par ces différentes formulations, c'est intéressant parce que vous voyez, si je vois le midazolam, par exemple, buccal, vous allez vous affranchir des complications respiratoires et hypotensives qu'on peut avoir de l'injection IV. Par exemple, vous voyez là, si j'ai le diazépam IV ici, vous avez une proportion importante de risques hypotensifs ou de complications respiratoires que vous n'allez pas trouver dans l'utilisation buccale. Par contre, clairement, il y a un risque de sédation que l'on a encore avec ces formulations buccales, et notamment du midazolam, qui va avoir un effet également alpha 1, donc important. Alors, on a d'autres voies qui arrivent. Ça, c'est sympa, parce qu'on a du coup le sublingual, mais il y a des choses qui arrivent. Sachez-le, et on a notamment l'intranasal qui arrive. Alors là, je vous ai juste montré le diazépam, mais il existe également en bindazolam, ça va bientôt arriver. Et vous voyez qu'en rapidité d'action, eh bien, en intranasal, on est plus rapide qu'en rectal, qu'en intramusculaire et qu'en oral, mais vous voyez, on gagne du temps à chaque fois. Et on imagine bien que c'est facile à faire en intranasal, c'est peu stigmatisant, ça passe pas par la voie hépatique. C'est facile à administrer par n'importe qui encore, même si la personne n'est pas vigilante, et même s'il bouge, c'est pas compliqué finalement à faire. Alors, on discute quand même les difficultés. Il peut y avoir une absorption variable en fonction si vous êtes enrhumé ou pas. Bon, on peut quand même léser un petit peu le nez, il faut faire attention. C'est un volume limité, donc il faut bien que, en tout cas, les propositions de produits, de dosage soient conséquents, en tout cas intéressants sur le plan de l'efficacité et de volume. Et l'autre point qui arrive, c'est des instillations pulmonaires cette fois. Vous savez, un peu comme la ventoline en fait. En fait, l'idée c'est de faire une petite ventoline, qui n'est pas une ventoline, mais une benzo. Et en fait, c'est intéressant sur le plan mécanistique parce que vous allez passer cette fois-ci par les alvéoles. Donc le produit va rentrer dans l'alvéole et on va avoir un passage direct dans le sang par cette membrane alvéolo-capillaire qui est immédiate. Donc on a quasiment le même effet presque qu'un intraveineux. C'est hyper rapide. Donc ça, c'est vraiment intéressant en termes de mécanique. Le problème, c'est que le patient qui est inconscient, qui fait sa crise, bon courage, ça va être difficile à inspirer. Mais c'est quand même des choses qui arrivent sur le marché qui peuvent être intéressantes. Il y a des discussions sur les gens qui sont asthmatiques, etc., d'éviter quand même de mettre un irritant en plus. Mais c'est des choses qui arrivent là sur le marché. Et donc, pour finir, un peu cette diapo qui résume un peu la rapidité d'action. Alors, ça ne met pas, le graphique ne dessine pas en fait le temps d'arrivée du médecin et le pose de la voix. Là, c'est juste une fois qu'on administre le traitement, en quel timing finalement on va avoir une efficacité en fonction des molécules et des voies d'administration. Vous voyez que la nouveauté que je vous ai montrée, l'inhalation pulmonaire, par rapport à l'intraveineux qui est ici, on a un pic plasmatique qui survient quasiment en même temps. Donc c'est vraiment intéressant.
Ça, on ne l'a pas encore. Et puis, vous avez compris que ce n'était pas du rescue drug très facile lorsqu'on est en cas de crise. Par contre, sur les autres modalités, vous voyez que si on regarde, par exemple, le midazolam, il faut que je le retrouve, oromucel, voilà, ici, sublingual, on a un pic plasmatique qui arrive assez vite et finalement qui est intéressant par rapport à du diazépam intrarectal. Si je l'ai, c'est difficile à suivre. Voilà, vous voyez en violet, on est quasiment superposable. Donc ça, c'est intéressant. Et peut-être ce qui est aussi intéressant, c'est de voir le graphique qui est au-dessus, c'est de voir l'efficacité dans le temps. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On met un traitement qui est efficace tout de suite, mais après, combien de temps il reste dans le sang et combien de temps c'est efficace chez le patient. Vous voyez que finalement, le midazolam, quelle que soit la modalité finalement d'instauration, on va avoir une diminution du taux plasmatique derrière, donc ça ne reste pas dans le sang. Par contre, si vous voyez le diazépam, c'est quelque chose qui va rester. Alors, vous allez dire, du coup, il va être sédaté longtemps. Ah oui, ça, il va être sédaté, mais en même temps, l'efficacité va durer. Alors, tout dépend, du coup, quelle est l'indication de votre rescue drug. Voilà. Et pour finir, c'est du coup, quel benzo maintenant? Dans quelle situation? Il y a beaucoup de choix, et il y a beaucoup de situations. Et donc, je crois que c'est Vincent qui va nous exposer ça pour suivre. Merci Louise pour cette magnifique introduction. Donc moi je vais rentrer maintenant dans finalement des approches très pratiques, très cliniques, de se dire, vu cette offre de benzodiazépines, finalement comment on peut faire un choix. Et donc ce que je vous propose, c'est d'identifier 4 situations d'épileptologie un peu urgentes que l'on va détailler et de voir pour chacune de ces indications de faire une proposition de benzodiazépine. Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais bien évidemment, il y a l'état de mal épileptique. Vous connaissez aujourd'hui les définitions opérationnelles qui ont été établies par la Ligue internationale contre l'épilepsie. Et notamment, vous savez qu'une crise généralisée qui dure plus de 5 minutes va rentrer dans la définition d'un état de mal, ou si on fait plusieurs crises généralisées sans reprise de conscience. Et pour les crises focales, il y a une autre définition où, effectivement, il faut que ça dure plus de 10 minutes en général, et les absences également, généralement, plus que 10 minutes. Donc ça, c'est assez clair. Ensuite, il y a un autre concept qui est peut-être moins connu, mais qui est tout aussi intéressant, qui est ce qu'on appelle la crise aiguë prolongée, et qu'on va un peu définir comme étant l'entre-deux, entre l'état de mal avec ces définitions bien claires, et puis les crises épileptiques de nos patients. Et on va voir aussi que cette crise aiguë prolongée, on peut la faire entrer dans la catégorie menace d'état de mal, parce qu'effectivement, quand un patient commence à avoir une crise convulsive qui dure au-delà de 3 minutes, on se dit, est-ce qu'il ne va pas embrayer, ça ne va pas continuer, et ça ne va pas être un état de mal généralisé. Et donc là, on a des définitions qui sont effectivement pas parfaites, mais comme je le disais, c'était qu'une crise généralisée qui perdure au-delà de 2 minutes, mais qui est en dessous de 5 minutes. Et puis pour les crises focales, c'est effectivement au-delà des crises habituelles du patient, mais en dessous de 10 minutes. Et puis un autre concept aussi qu'on va voir, et ça on a des patients qui ont ce type de crise, c'est des crises en série, des crises en cluster. Donc ça, on a tous des patients qui ont ce profil. Et ce qui peut aussi arriver, c'est qu'un patient, normalement, n'a pas en fait, ce type de crise en série. Donc c'est ce qu'on va dire effectivement des crises en série inhabituelles. Il commence à faire une crise le matin, puis une autre l'après-midi, puis une troisième en fin d'après-midi. Ça, c'est inhabituel. Et effectivement, ça nous alerte sur un risque d'évolution vers un état de mal. Et on va également faire entrer en fait, cette catégorie dans les menaces d'état de mal. Donc là encore, il y a des tentatives de définition, mais qui ne sont pas faciles à appliquer, mais il faut rester dans le principe. Et ça aussi, chaque patient, chaque aidant est en capacité de détecter une anomalie. Donc effectivement que le cluster, il y avait un patient qui fait pendant une journée ou pendant 2 jours, il fait plusieurs crises, mais si ça dure au-delà de 3-4 jours, c'est très inhabituel. Ça peut être aussi que le patient, il pouvait faire 1 ou 2 crises dans la journée, mais là, il en a déjà fait 3 dans la même journée. Et ça peut être effectivement un défaut de récupération. Donc ça, effectivement, c'est important de reconnaître ce pattern de crise, donc en série ou en cluster, et avec une présentation inhabituelle dans l'histoire du patient.
Et puis, quatrième situation, qui est finalement celui du patient que vous connaissez, qui a une épilepsie pharmacorésistante, qui a l'habitude de faire des crises avec perte de contact. Et puis vous voyez qu'effectivement, la dynamique de ces crises change, à la fois sur la fréquence, il se met à en faire beaucoup, et sur leur intensité. Un patient qui ne généralisait pas, il commence à faire plusieurs généralisations dans la semaine. Donc vous voyez un peu tous ces profils de situations qui sont inquiétantes parce que potentiellement elles peuvent évoluer vers un état de mal épileptique. Et donc maintenant on va rentrer dans le détail de ces 4 situations. Donc ça, juste avant, pour vous montrer qu'il y a effectivement une gravité qui n'est pas la même, mais effectivement un potentiel évolutif de chacune. Et le principe qu'on va détailler, c'est que dans toutes ces situations, on va recourir, y compris dans l'état de mal épileptique, à une première ligne de traitement. Et comme l'a bien expliqué Louise, la benzodiazépine a quand même toutes les caractéristiques du bon médicament à proposer. Et effectivement, vous avez entendu ce mot de rescue drug, c'est un peu la molécule de secours facile à disposition qui est censée interrompre un processus qui peut se dégrader. Et donc maintenant, on va rentrer effectivement dans le détail, de dire dans chacune de ces situations, choisissons les benzos avec le profil un peu pharmacocinétique et les particularités qui sont les plus adaptées. Et puis on n'oubliera pas qu'il y a souvent aussi des étiologies et des facteurs déclenchants à cette décompensation et qu'on ne va pas s'arrêter à la prise en charge purement thérapeutique, mais aussi les facteurs associés. Donc si on commence par les états de mal épileptique, petit rappel que vous connaissez, on a clairement défini aujourd'hui des délais au-delà desquels on va parler effectivement d'état de mal. Donc ici vous avez effectivement pour les crises généralisées, je l'ai déjà dit que c'est le fait que ça dépasse 5 minutes. Pour les crises focales avec perte de contact, c'est 10 minutes. Et puis pour les absences, c'est quand même assez exceptionnel, c'est 10-15 minutes. Un autre concept de timing, mais ça aussi que vous connaissez, c'est qu'il y a un deuxième temps qui va plutôt mesurer la gravité de la situation et le fait que si une crise généralisée a perduré au-delà de 30 minutes, il y a potentiellement un risque d'excitotoxicité, de mort neuronale, et qu'on veut tout faire pour que l'état de mal soit jugulé avant ce délai du T2. Alors, dans l'état de mal, ça aussi c'est acquis, c'est une urgence thérapeutique, il faut agir vite, à la fois donc effectivement pour interrompre l'état de mal en cours et puis éviter les conséquences, parce que ça on n'a pas à le développer, mais l'apnée associée à l'état de mal est à l'origine d'un risque de défaillance cardio-respiratoire. Et un autre processus qui est aussi intéressant et qui est moins connu, qui est que effectivement au cours de l'état de mal, il va se passer toute une série de modulations qui vont faire que notamment les récepteurs GABA qu'on a vus tout à l'heure, eh bien, pour certains, ils vont être internalisés. En fait. Il y a des mécanismes qui se font et il y a des études qui ont montré que plus on attend, en fait, plus l'état de mal s'installe, plus il y a cette internalisation et moins les benzos peuvent agir. En fait. Donc il y a une vraie urgence d'agir vite quand en fait, on a encore ces récepteurs, alors que plus tard, on risque de perdre un peu en efficacité. Et dans les prescriptions qu'on va faire, vous avez vu qu'il y a donc tous les avantages qu'on met en avant, mais il faut avoir conscience des risques. Et ça, c'est aussi important. C'est qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas assommer les patients avec une benzo qui vont entraîner un trouble de vigilance, qui vont entraîner éventuellement une inhalation et qui vont être responsables effectivement d'une sédation trop prolongée. Donc il faut trouver la bonne benzo adaptée qui bloque la crise, la menace d'état de mal ou l'état de mal, mais qui n'entraîne pas d'effet sédatif par la suite, parce que sinon le patient va arrêter de l'utiliser. Donc c'est ce compromis qui doit être fait. Dans les états de mal épileptiques, là je fais référence à des recommandations qui ont été faites en France, que vous connaissez aussi, et donc qui distinguent selon le type d'état de mal. Dans les états de mal généralisés tonico-cloniques, évidemment c'est les benzos en première ligne, et là vous voyez les recommandations, c'est en priorité le clonazepam en intraveineux, et vous avez effectivement d'autres options, notamment il y a le midazolam en intramusculaire qui est mis, mais là que j'ai mis entre parenthèses, parce qu'en pratique clinique il n'est jamais fait. C'est simplement qu'il y a eu des études qui avaient été faites par les Américains qui avaient montré que c'était facile, que c'était possible, mais chez nous en France c'est peu utilisé. En revanche, il y a d'autres options, notamment chez l'enfant, qui avaient déjà été validées, qui étaient le recours donc, au Valium intrarectal, au diazépam intrarectal et au midazolam sublingual. Donc, qui font donc partie déjà
des armes thérapeutiques potentielles dans la prise d'un état de mal généralisé tonico-clonique. Dans cette recommandation, on avait vraiment fait attention à distinguer aussi les autres types d'états de mal, et notamment ceux avec une manifestation focale, absence confusionnelle. Et là, à nouveau, bien évidemment, on avait mis en première ligne les benzodiazépines, le clonazepam en intraveineux si possible, et on avait à l'époque également mentionné le midazolam subjugal comme étant une option chez un adulte en cas de difficulté à mettre en place une intraveineuse. Donc ça, c'est les recommandations que nous avons pour l'état de mal épileptique. Petite information effectivement sur le midazolam qu'on a à notre disposition, qui s'appelle en France le Bucolam. Donc il y a différentes doses qui sont adaptées au poids du patient. Alors ça, les pédiatres connaissaient, parce qu'il y avait effectivement une AMM pédiatrique. Nous, dans le domaine de l'épileptologie adulte, on était un petit peu embêtés parce qu'il n'y avait pas d'AMM. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a effectivement depuis peu une AMM qui a été obtenue pour la forme 10 mg, qui est celle qui convient la plupart du temps à nos patients, pour les crises aiguës prolongées. Donc je ne reviens pas effectivement sur les modalités d'administration qui, petite parenthèse, devront être adaptées à la situation clinique du patient. Parce qu'effectivement, Louise a détaillé les différentes subtilités, mais quand on est dans l'état de mal avec la crise généralisée tonico-clonique, il n'est pas question d'aller soulever la langue pour mettre sous la langue. Et là, on est vraiment, c'est plutôt facile, sous la joue. Deuxième situation clinique, les crises aiguës prolongées. Donc là, à nouveau, l'objectif du traitement va être de tout faire pour que ça dégénère en un état de mal. Là, l'intérêt, c'est que le patient, il n'est pas en crise généralisée. Il a le plus souvent des variations en fait, de ces troubles de vigilance, mais il y a des patients éveillés, d'autres qui auront un trouble de vigilance. Et c'est effectivement pour cette situation qu'il faut trouver le meilleur compromis entre tenter de bloquer une crise qui peut dégénérer en état de mal versus ne pas assommer le patient, parce que effectivement, si à chaque fois qu'il fait quelques crises, on lui administre une benzo qui l'endort pendant plusieurs jours, là aussi, il ne va pas continuer à prendre le traitement. Donc là, dans le domaine des crises aiguës prolongées, il y a moins de recommandations. Et donc globalement, donc je rappelle, c'est une crise qui perdure au-delà de 3 minutes, 2-3 minutes, mais qui n'a pas atteint le seuil pour l'état de mal, ou des crises focales qui durent plus que d'habitude. Là, effectivement, tout va dépendre un peu du contexte. Donc la première attitude, ça va être de surveiller le patient, d'être en capacité de lui faire une injection, si possible en intraveineuse par du clonazepam. Mais on va voir que quand il n'y a pas d'accès à ce type de modalité d'administration, il faut recourir à d'autres possibilités et le midazolam subjugal est une option. Et donc là, je vais rentrer effectivement dans la réalité du terrain, qui est que la plupart du temps, nos patients, ils ne sont pas à l'hôpital, mais ils sont chez eux. Donc s'ils ont effectivement un aidant à proximité qui a été formé, ou s'ils sont dans une institution où là aussi il n'y a pas d'infirmières ou des infirmières qui n'ont pas l'habitude de mettre en place des intraveineuses, eh bien il va falloir avoir un protocole. Et ça, effectivement, c'est une culture qui vient de la pédiatrie, qui ont montré que dans des situations où on sait que le patient pourrait être amené à faire des crises aiguës prolongées, eh bien, il faut avoir mis en place un protocole d'administration du midazolam subjugal. Après, effectivement, quand on est dans la situation où on a du personnel médical et paramédical, on est à l'hôpital, on est dans le SAMU, là, effectivement, on va privilégier la voie d'abord intraveineuse pour sa rapidité d'action et on a la capacité de surveiller le patient. Mais là encore, il faut qu'on ait des outils, des armes thérapeutiques et nous, dans notre unité d'épileptologie adulte, on utilise aussi le midazolam sublingual pour traiter ce type de situation. Troisième modalité, donc c'était ce qu'on avait vu tout à l'heure, les crises en série, les crises en cluster, qui peuvent, dans l'histoire d'un patient, être totalement inhabituelles. Et là encore, il faut pouvoir réagir à temps, ne pas être passif, ne pas retrouver finalement cette nécessité d'appeler le SAMU. Et donc là, à nouveau, c'est agir pour bloquer les crises, mais là, on va vraiment chercher une benzo qui a un effet à long terme.
parce que là, ce qui importe, ce n'est pas de bloquer la crise, mais c'est d'éviter les récidives successives. Et donc, on va plutôt s'intéresser aux molécules qui ont des fameuses temps de demi-vie les plus prolongés possibles, en fait. Et l'objectif étant effectivement d'éviter à tout prix l'évolution vers la généralisation secondaire, voire vers l'état de mal. Et donc concrètement, un peu aussi plusieurs situations un peu pragmatiques qu'on peut proposer. Le patient donc, qui a des crises en série mais qui reprend en fait une conscience normale entre les épisodes et puis que les crises sont quand même espacées d'au moins 30 minutes, alors on peut utiliser la modalité par la voie orale, la benzodiazépine par voie orale, avec le clobazam qui est effectivement la molécule qui est la plus adaptée pour à la fois le compromis entre sa Tmax et sa longue demi-vie, et sa tolérance en termes de sédation. Donc le clobazam, on a l'urbanil en France. Alors avec des posologies, vous savez qu'il y a du 5 et du 10 mg. Là encore, il faut être très vigilant sur les posologies, parce que combien de patients ont fait un séjour aux urgences et puis sont sortis avec 10 mg 3 fois par jour de clobazam. Et là, effectivement, au bout de 2 jours, le patient, il arrête tout d'emblée et il est même à risque de faire une crise de sevrage. Donc là aussi, savoir doser. Et donc proposer aux patients une administration qui peut être répétée à petite dose, 5 mg 3 fois par jour, mais selon la réponse aux patients, cette posologie peut être adaptée. Sachez aussi qu'il existe le Licosam, qui est une forme qui a été développée afin de pouvoir prescrire des plus petites doses, parce qu'effectivement, parfois, on se dit 5 c'est trop, on aimerait faire 4 ou 3 mg. Le Licosam permet effectivement de faire ce type d'adaptation posologique. Donc ça, c'est dans la situation du patient qui fait des crises, mais qui reprend un état de conscience normal entre les crises. Et l'autre situation, c'est plutôt le patient qui fait des crises en série, mais qui a une altération de sa vigilance, ou que les crises commencent à s'enchaîner avec un délai qui est inférieur à 30 minutes. Et là, on va quand même chercher plutôt la rapidité, parce que là, on a peur qu'effectivement, dans l'heure qui vienne, il fasse une crise éventuellement généralisée ou qu'il embraye sur un état de mal. Et dans ce cas-là, effectivement, chez l'enfant, donc ça peut être soit le diazépam intrarectal, soit chez l'enfant et l'adulte, ça peut être effectivement le midazolam sublingual. Quatrième situation clinique, donc c'était effectivement le patient que vous connaissez et puis qui va changer la fréquence et l'intensité de ses crises. Et bien là, la benzo, on va y recourir. Là, c'est vraiment un effet sur le long terme, à nouveau comme dans les situations de crise en cluster, avec l'objectif d'éviter cette fois-ci des récidives dans les heures, dans les jours qui viennent, d'éviter l'évolution vers une génération secondaire. Alors concrètement, on va retrouver un peu les mêmes molécules que précédemment, donc médicaments benzo par voie orale, à longue durée d'action, le clobazam en priorité, avec un peu les posologies qu'on a évoquées tout à l'heure, entre 5 et 10 mg 2 à 3 fois par jour, mais également le clonazepam qui peut être administré. Et là aussi, il faut connaître un peu les posologies. Et l'intérêt effectivement du Rivotril, c'est qu'il est sécable et qu'on peut en faire des quarts de comprimés. Mais c'est toute une adaptation à faire pour chaque patient pour lui proposer un traitement qui ne sera pas trop sédatif. Et également, toujours gérer la suite, c'est-à-dire quand on instaure ce type de traitement, il faut bien expliquer au patient qu'on ne l'arrête pas brutalement, mais on va gérer la décroissance progressive. Par ailleurs, mais ça aussi c'est de la pratique courante, c'est qu'il va falloir réagir aussi. Le patient il se met à faire plus de crises. On avait un traitement par lamotrigine par exemple qui était à 250 mg par jour. On sait qu'on a de la marge et en parallèle à cette prévention par une benzo, on va majorer, on va modifier le traitement antiépileptique de fond. Et puis, sachez que dans certaines circonstances, ça peut aussi arriver que si le patient il a déjà 1 ou 2 traitements à pleine dose, on peut, de façon un peu exceptionnelle, aussi faire l'introduction d'un autre traitement antiépileptique, pas avec une procédure d'introduction lente, mais en dose de charge, avec des risques que ça comporte, mais ça peut aussi dépanner. Donc là, j'espère avoir été clair effectivement sur 4 situations cliniques de gravité croissante pour lesquelles effectivement il y a des propositions de benzo avec des propriétés différentes.
Et j'aimerais juste finir sur ne pas s'arrêter à cette prescription, mais toujours rechercher effectivement le facteur irritatif et pourquoi le patient fait des crises, donc rechercher une étiologie particulière et la traiter, et puis prendre en charge les facteurs déclenchants. Donc ça, c'est des choses assez classiques, et on a, comme vous le savez, aussi des patients avec des épilepsies dont on sait qu'elles vont être émaillées par des crises aiguës prolongées, des risques d'évolution vers un état de mal. Et ça, vous le savez, c'est très spécifique dans le syndrome de Dravet. Alors c'est vrai chez l'enfant, c'est moins vrai chez l'adulte, mais ça aussi, il faut que nous, neurologues adultes, on ait un peu cette expertise, notamment en cas de fièvre. Et puis, on a aussi d'autres catégories de patients avec des encéphalopathies de type Dravet, mais qui sont liées à une mutation très particulière, PCDH19, dans lequel on sait vraiment que même l'histoire de leur crise, ce ne sont que des clusters de crises, et des crises qui évoluent en état de mal. Donc là, ce qui veut dire que même chez ce type de patient, quand on fait le diagnostic de cette maladie, on ne va pas attendre les situations d'urgence, mais de manière préventive, on aura fait, nous, un protocole thérapeutique pour que la famille, les aidants, soient prêts à dégainer tel ou tel benzo, parce que la situation va se produire. Et puis, bon, là, c'est un peu anecdotique, mais on a pas mal d'autres pathologies métaboliques, des maladies rares, comme les maladies mitochondriales, où là aussi, quand on commence à avoir un patient qui commence à faire plein de crises, on se méfie qu'il n'y ait pas une décompensation de sa maladie, qu'il ne soit pas en train de faire un stroke-like. Et donc là, c'est des patients qu'on va plutôt faire hospitaliser, faire une imagerie, pour les prendre en charge rapidement, pour pas que les choses n'aillent plus loin. Petite parenthèse, ça aussi, je pense que vous êtes assez sensibilisé sur le fait que vous avez un patient qui a une épilepsie, puis qui commence à faire des crises, et puis de plus en plus de crises. Effectivement, là, s'il y a un vrai emballement de la fréquence des crises et de la gravité, toujours avoir en tête que est-ce que ce n'est pas une encéphalite auto-immune, est-ce que ce n'est pas une encéphalite liée à un anti-LG1, parce que là aussi, évidemment, il y a une solution thérapeutique étiologique à proposer. Et puis, là encore, si le patient il est suivi pour une tumeur, effectivement, est-ce que ce n'est pas la tumeur qui est en train de grossir et qui explique le cluster ou l'aggravation de l'épilepsie. Sur les facteurs déclenchants, donc ça c'est des choses classiques mais qu'il faut systématiquement rechercher. Bien évidemment, un des facteurs majeurs, c'est l'inobservance thérapeutique. Aller rechercher auprès du patient qu'il avait oublié de prendre son traitement depuis 2 jours. C'est l'hygiène de vie. Là aussi, c'est des portes ouvertes, mais il faut toujours aller interroger puis récupérer l'information sur le patient qui n'a pas dormi depuis 2 jours parce qu'il était soit très stressé, soit parce qu'il avait eu un jeu vidéo et puis il a joué toute la nuit. La prise de toxiques. Les erreurs diagnostiques, effectivement, les crises qui s'enchaînent, c'est la panique et puis finalement le patient est hospitalisé et puis il s'avère que c'était des crises non épileptiques dissociatives. Ça peut être aussi, vous le savez, un traitement antiépileptique qui a mal été prescrit. Une épilepsie absence, vous la mettez sous carbamazépine, effectivement les choses s'aggravent, mais c'est de la faute du traitement qui est inadapté. Et puis, bien évidemment, toujours cette importance des comorbidités et le patient qui va, effectivement, s'il est très déprimé, très anxieux, il va faire des crises et il faut aller chercher cette comorbidité, la prendre en charge et que ce n'est pas de renforcer que les médicaments qui va suffire. Autre point toujours aussi important, c'est de poser la question, est-ce que vous ronflez la nuit, est-ce que vous vous réveillez en étant fatigué, chercher l'apnée du sommeil, parce que ça aussi, ça peut grandement nous aider. Les thérapeutiques aggravantes, là aussi à connaître, le patient qui prend du tramadol, effectivement il va aggraver ses crises, le patient qui fait des sevrages brutaux en somnifères ou en benzodiazépine, il va faire des crises et des états de mal. Et puis le côté interaction médicamenteuse, c'est clair que vous introduisez une corticothérapie ou un inducteur enzymatique, effectivement le taux plasmatique des médicaments chute et le patient peut se mettre à faire des crises. Et puis effectivement toujours se méfier encore d'autres pathologies intercurrentes, mais ça aussi on a l'habitude, le patient il est un peu fébrile, on va aller chercher un foyer infectieux qui était la cause de la décompensation. Donc tout ça pour dire que là, cette prise en charge, elle montre l'importance de l'éducation thérapeutique, l'importance des infirmières coordinatrices, des infirmières de pratique avancée, qui doivent surveiller, prendre en charge les patients pour détecter effectivement tous ces signes avant que ça n'ait évolué trop loin. L'importance, comme vous le savez aussi, d'avoir accès à un psychiatre qui connaît l'épilepsie, qui peut rapidement voir nos patients. Et j'évoquais effectivement le dépistage de l'apnée du sommeil. Donc pour conclure, j'espère vous avoir convaincu de l'importance d'identifier ces situations d'urgence épileptologique
l'état de mal que vous connaissez, mais ces autres situations un peu moins connues que sont les menaces d'état de mal, entre les crises aiguës prolongées, les crises en série inhabituelles et les crises d'aggravation progressive. Je pense qu'avec Louise, on vous a montré effectivement qu'on avait la chance d'avoir accès à des benzodiazépines, qui avaient des pharmacocinétiques, qui avaient des propriétés différentes, et que effectivement il faut savoir utiliser dans chacune de leurs indications. Et ce qu'on peut aussi espérer, c'est que de bénéficier à bon escient de toutes ces armes, de toutes ces rescue drugs, devrait permettre peut-être de diminuer à long terme la morbidité liée aux crises, parce qu'effectivement, c'est des patients qui vont faire moins de chutes, moins de traumas, moins de pneumopathie d'inhalation. Peut-être qu'on peut aussi diminuer la mortalité liée à l'état de mal, aux arrêts cardio-respiratoires, et peut-être aussi le coût de l'épilepsie avec des hospitalisations aux urgences qui n'étaient pas justifiées si effectivement il y avait un protocole thérapeutique adapté à ces situations. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Vincent. On a un petit peu de temps pour des questions et discussions. Moi j'avais juste une question avant de donner la parole. Le choix des benzos finalement dans tes situations de menace d'état de mal, est-ce que ça dépend pas aussi beaucoup du traitement de fond qu'ont ces patients, notamment quand même beaucoup ont du clobazam en traitement de fond, voire parfois des clonazepam. Quelle peut être l'interaction pharmacologique dans ces cas-là et le choix justement parce que tu as préconisé du clobazam, mais c'est souvent des patients qui ont déjà du clobazam. Oui, il faut avoir une idée de leur ordonnance de base, et en effet, il faut plutôt changer. Donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas remettre la même benzo. Donc le fait de changer, alors, mais tu l'as évoqué Louise, hein, que comme il y a des mécanismes d'action qui sont un peu différents, on peut avoir une efficacité en ayant recours à une autre benzo. En fait. Donc oui, c'est si possible avoir accès à l'ordonnance et plutôt aller choisir dans quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Oui. Juste une question. Juste une question toute bête. Est-ce qu'on peut penser à faire une association de benzodiazépines ? C'est-à-dire qu'on voit sur les graphiques que le midazolam est éliminé très très rapidement. Il va très vite, il est éliminé rapidement. Et on en a d'autres qui commencent à finalement être efficaces alors que le midazolam, lui, il est déjà éliminé. Est-ce qu'on pourrait se dire, pour avoir une efficacité très rapide plus une efficacité dans le temps, on pourrait faire une association de benzo. Bien sûr, derrière, il y a le risque de surdoser. Il ne faut pas surdoser, mais ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Moi, je pense que oui, faut vraiment réfléchir de cette manière. C'est-à-dire que ton midazolam va être efficace pour casser un processus immédiatement, mais si finalement c'est quelqu'un qui a tendance, comme l'a évoqué Vincent, à s'aggraver dans le temps et à faire des clusters et vous avez peur d'une récidive, c'est sûr que ton midazolam, il va pas être pérenne sur les rechutes. Donc si tu veux vraiment consolider derrière et éviter les rechutes, soit tu renforces le traitement de base, c'est aussi une autre manière plutôt que de mettre des benzos, soit effectivement si on a un élément irritant particulier, tu veux vraiment contrôler cet effet-là, rajouter une benzo péros derrière qui va pouvoir être administrée facilement, mais avec une longue durée d'action. Moi, je trouve que c'est pas choquant de combiner ça, mais comme tu le dis justement, attention, c'est quand même des benzos qui ont les mêmes effets, qui partagent quand même une cohorte d'effets secondaires similaires, dépresseurs respiratoires, sédation, donc j'attendrai que le premier effet qui se coule soit déjà passé, c'est-à-dire voilà. La première benzo. Mais tout en se disant qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps, parce que quand on arrive sur l'état de mal et qu'on sait qu'il y a une internalisation des récepteurs GABA, il faut agir vite. Et donc, oui, mais si ta première benzo, elle va avoir l'effet. Si ça ne marche pas, il faut que tu passes à autre chose, de toute façon. Ouais. Merci. Question ? Oui, ici. Ah. Merci beaucoup pour la présentation très pratique. J'ai une petite question justement parce que du coup on a un petit peu l'impression d'avoir une extension de l'AMM de l'enfant avec le midazolam sublingual dans l'état de mal épileptique, alors que pour l'adulte elle n'est pas officiellement encore dans les recommandations. Est-ce que vous savez s'il y a un projet de revoir ces recommandations, de faire ce travail, de valider vraiment le midazolam sublingual chez l'adulte dans l'état ? Pour l'instant non. Parce qu'après, effectivement, ça demande des développements de la part des industriels. Après, nous, c'est effectivement, je le répète, des recommandations. Je pense que je ne l'ai pas détaillé, mais que quand vous travaillez dans une institution,
où il n'y a effectivement pas d'accès à la forme intraveineuse, c'est quand même une option à privilégier en fait. Donc même si on n'est pas dans l'AMM, c'est quand même une solution qui va éviter des hospitalisations ou l'appel du SAMU. Et donc en hospitalisation, effectivement, même si on est selon les situations le plus souvent vers l'intraveineux, mais on s'autorise aussi, mais dans des cas un peu particuliers, alors on n'a pas trop développé, mais par exemple un patient, nous on a beaucoup de patients en céphalopathie épileptique, un Lennox-Gastaut qui fait des crises en salle, on sait que les benzos en IV c'est pas bon, et on va plutôt préférer des benzos avec des modalités d'absorption un peu plus lentes. Et là, typiquement, c'est ce qu'on va privilégier chez nos patients hospitalisés. Mais de là à avoir une vraie AMM, je pense qu'il y a tout un... Donc en fait, je voulais vous avez parlé d'une dose de charge en traitement antiépileptique. Est-ce que vous pourriez me préciser un peu plus cette dose de charge? Est-ce qu'elle se fait également par voie intraveineuse? Là, on sort vraiment des modalités un peu pratiques, mais effectivement, on peut être amené à un patient qui a déjà une bithérapie antiépileptique, qui se met à faire beaucoup de crises, il a des benzos. Effectivement, on peut choisir un médicament antiépileptique dont on sait qu'on peut l'administrer à pleine dose d'emblée. Et donc là, on va écarter tous ceux comme la lamotrigine, où là, c'est complètement hyper dangereux. Mais il existe des molécules de type lévétiracétam, où effectivement, même si nous, on a l'habitude de l'introduire progressivement pour éviter l'effet sédatif, mais on peut totalement s'autoriser d'administrer d'emblée à un patient, même par voie orale, 1 ou 2 grammes de lévétiracétam. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ce type de raisonnement. Et pendant combien de temps, c'est-à-dire... Après, là, pour le coup, c'est qu'on va laisser le traitement, parce que si c'est un patient qui était en menace d'état de mal, on ne va pas commencer à mettre le traitement et à l'arrêter au bout d'une semaine. C'est que là, on est parti sur des semaines et des mois, et puis on voit, parfois peut-être que le patient sera parfaitement équilibré avec cette trithérapie. Parfois, ça peut être aussi merveilleux parce que le 3e médicament qu'on vient d'introduire marche tellement bien qu'on va s'autoriser à en supprimer un autre. Mais là, on est sur des semaines et des mois d'adaptation de traitement. En fait. D'accord, très bien, merci. Donc la question... bon, du coup, vous avez perdu. Bonjour. En fait, on travaille aussi avec beaucoup de patients encéphalopathes et les infirmières ont la possibilité de mettre soit du Rivotril IV en cas de crise prolongée au-delà de 5 minutes ou du Bucolam. Et je me dis, chez ces patients-là, je privilégie, chacun fonctionne pas pareil avec mes collègues, mais plutôt par voie sublinguale parce qu'ils se réveillent plus rapidement. Quand on leur met du Rivotril IV, on a du mal voilà, ils sont vraiment très somnolents après, ils dorment. Et donc, je pense que privilégier la forme sublinguale chez ces patients-là, surtout, ça permettrait de les voir éveillés. Je vais laisser Vincent répondre. Il y a certains patients qui ne répondent pas au midazolam et qui répondent au clonazepam aussi. On n'a pas trop parlé, mais il peut y avoir du fait des variations pharmacologiques. Donc ça dépend aussi beaucoup de la réponse des patients. Et toute cette approche, elle est très individuelle en fait. Et aussi, nous, on fait des protocoles sur protocole. Si jamais le premier protocole ne fonctionne pas... Et un point qu'on n'a peut-être pas détaillé, mais c'est qu'il faut adapter la posologie. Que effectivement, d'une part, on ne fait pas à tous les patients 1 mg de Rivotril en intraveineux. Les patients âgés, là, avec 1 mg, on est à risque de leur créer une dépression respiratoire. Et la même chose, là, on a dans le midazolam sublingual, il faut aussi savoir utiliser, même si c'est un patient adulte, mais on a des patients qui font 35 kg, on ne va pas leur administrer 10 mg de midazolam. Donc là aussi, il faut savoir adapter quand même au poids la dose pour qu'effectivement, il n'y ait pas des conséquences trop délétères. Une dernière question, peut-être. Oui, monsieur. À droite, oui, ça fait... On est souvent confronté à la seconde situation où il y a des crises prolongées, et souvent chez les personnes âgées qui vont venir avec un déficit post-critique, des troubles de la vigilance. Est-ce que vous allez... souvent, on évite chez ces patients-là de mettre des benzodiazépines pour éviter tous les effets indésirables et se retrouver avec des patients comateux sur plusieurs journées avec des troubles, une inhalation, une pneumopathie qui peuvent vite s'aggraver, qui sont fragiles. Est-ce que vous, dans ces situations-là, vous mettez une benzodiazépine, si oui, laquelle, pour éviter la récidive?
question difficile. Mais en tout cas, oui, je partage votre point de vue sur le warning qu'on peut avoir chez le sujet âgé, où effectivement, ça peut être catastrophique. Déjà sur sa sensibilité. Et j'évoquais effectivement que 1 milligramme chez quelqu'un de 75 ans, ça peut être vraiment la catastrophe. Donc c'est savoir réduire et effectivement faire le plus possible l'économie de la benzo, en fait. Donc nous, il y aura effectivement des réflexions pour se dire, bon, on va quand même lui mettre un petit, soit quart de Rivotril au coucher, voilà, mais c'est une réflexion à l'économie, et dans ce cas-là, plus à privilégier d'autres médicaments antiépileptiques. Là, on parlait des doses de charge en lévétiracétam ou en lacosamide, qui ne sont pas des molécules sédatives et qui peuvent aussi nous aider. Merci, on est obligé d'arrêter. Manon me fait des signes, donc merci beaucoup d'être venu. Merci aux orateurs. Et merci à Norax Pharm d'avoir organisé. Je pense que tout le monde a beaucoup appris.